Le cheval plaît beaucoup, hein. C'est un vecteur de communication extraordinaire. Avant d'être un cavalier, c'était important d'être un horseman. Always put the horse before the personal ambitions. Vraiment un cheval incroyable. Voilà quelqu'un qui est champion olympique et qui n'est pas ordinaire. Se remettre en question et peut se servir des défaites pour être meilleur après. Ce feeling, je l'ai eu directement avec Caleb. On fait du haut niveau, il y a le côté financier, c'est comme ça. Aller en compétition parce qu'il est bon, pas parce qu'il paye une table. Moi, je veux pas courir mes chevaux pour l'argent. If you can do it in a way that doesn't take too much out of your horses. Quand on voit l'évolution en 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans ? Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves. Forme de très très bons compétiteurs. Je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir. Aujourd'hui, réussir sa vie, c'est avoir la vie que l'on souhaite. Ce qu'on aime dans I'm an Equestrian, c'est vous, nos auditeurs, nos auditrices. On aime lire vos commentaires suite à l'écoute d'un épisode, on aime répondre à vos interrogations, on aime vous partager des histoires inspirantes. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est ce que nous avons essayé de faire. Il y a quelques jours, nous avons réalisé des épisodes hors série dans l'objectif de mettre en lumière le Salon des étalons de Saint-Lô. Nous sommes partis à la rencontre de représentants institutionnels, mais aussi d'éleveurs et d'étalonniers très connus, comme le haras de Sémilly ou l'élevage du Rouet. Suite à ces enregistrements, vos retours ont été nombreux, et une question est revenue très régulièrement. L'ICSI, c'est quoi exactement ? Alors comme toujours, on essaie d'ouvrir le débat sans prendre position, offrir une fenêtre de réponse équitable à toutes les parties. Et c'est ce que nous tentons de faire aujourd'hui avec ce nouvel épisode hors série, enregistré en collaboration avec Belligneux le Haras et son directeur Sébastien Nérat, accompagné de son client et ami Jérôme Aguetta, fondateur de l'élevage du Forezan. Dans cet épisode, nous abordons ensemble les évolutions notables de l'élevage, mais aussi et surtout les techniques de reproduction. Nous parlons également du développement croissant de ces nouvelles techniques telles que l'ICSI, l'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes, mais aussi des changements majeurs auxquels il faudra encore faire face et savoir s'adapter pour suivre ce marché en continuel mouvement. On espère que cet épisode aura pu répondre à toutes vos questions et qu'il vous plaira. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I'm an Equestrian, le podcast. Bonjour Sébastien, bonjour Jérôme. Bonjour. Merci beaucoup donc de nous accueillir ici Sébastien, on est chez vous, on est à Belligneux le Haras, à l'aube d'une nouvelle saison de reproduction, on est au mois de mars et cet épisode hors série a pour vocation de balayer tous les grands sujets d'élevage du moment, de parler de techniques de reproduction, de les décrypter aussi, de mieux comprendre les enjeux et les intérêts de l'élevage actuel avec vous. Jérôme, vous avez créé l'élevage du Forezan. Vous êtes installé au pied des montagnes de Chambéry. Vous avez fondé cet élevage sur une souche, celle de Girl Queen du Forezan. C'est une fille de Viggo d'Arsouille, petite fille de Diamant de Sémilly, et qui vient d'ailleurs de remporter son premier Grand Prix 3 étoiles sous la selle de Nicolas Delmotte. Et vous travaillez main dans la main avec Belligneux le Haras, BLH, pour la reproduction de vos juments et avec Julien Gonin pour la valorisation de vos chevaux. C'est bien ça ? Oui, c'est ça, ouais. En fait, la base, c'est surtout Queen Girl Kervec, la mère de Girl Queen, qui est la jument que j'ai achetée à 3 ans dans un champ en Bretagne, qui est la jument de base aujourd'hui de mon élevage. Oui. D'accord. Il y a quelques semaines, on a travaillé en collaboration avec le Salon des étalons de Saint-Lô sur une série d'épisodes pour parler de l'élevage, pour parler de la reproduction, et on a été sollicité par nos auditeurs pour essayer d'aller plus loin sur le sujet. On a décidé de faire ce nouvel épisode hors série avec vous deux. L'idée, c'est vraiment de pouvoir rentrer peut-être dans tout ce qui va être technique, mais aussi dans la vision de l'élevage, de pouvoir vraiment balayer ensemble quels sont les grands enjeux qui touchent l'élevage actuel, quels sont les enjeux qui touchent le sport, puisque évidemment, élevage et sport sont intimement et intrinsèquement liés. Et peut-être pour commencer, Sébastien, vous qui avez repris les rênes donc, de BLH il y a quelques années, qui avait été fondé il y a une quarantaine d'années. Oui, à peu près, par mon père, le docteur Nérat. Est-ce qu'on pourrait revenir ensemble sur l'évolution de l'élevage entre votre tout début, votre immersion à côté de vos parents à BLH, et puis vous, Jérôme, aussi, le tout début de votre élevage, le début de votre activité, et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué, où on en est,
D'où on est parti et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, à titre personnel ou familial, nous étions d'abord des techniciens. Mon père était vétérinaire, il a connu les débuts de l'insémination artificielle, c'est-à-dire c'était la première fois où il n'y avait pas de contact entre l'étalon et la jument. Puis rapidement, il s'est installé à Belligneux, dans l'Ain. Là, il a développé le transfert d'embryons. C'est aussi un domaine dans lequel il a été pionnier. Et il s'est intéressé un petit peu de manière plus poussée à l'élevage et a donc créé Belligneux-le-Haras, qui est une structure qui commercialise de la semence d'étalons, que ce soit de la semence fraîche, réfrigérée ou congelée. Donc à ses débuts, mon père était d'abord vétérinaire, puis étalonnier, et enfin, progressivement, c'est devenu aussi un éleveur. Mais on est toujours un petit peu éleveur quand on baigne dedans à 100%, d'une part parce que pour bien conseiller les clients dans leurs besoins de croisement, il faut voir beaucoup de poulains, il faut en faire naître, il faut en voir évoluer ces chevaux-là, parce que vous l'avez très bien dit, l'élevage doit être très pointu et très en relation avec la demande du sport et, je dirais même plus, anticiper la demande du sport. Parce qu'un poulain que vous faites naître en 2024, il atteindra le haut niveau en 2034. Donc il faut anticiper cette demande du sport. Et à l'heure actuelle, on voit sur ces 6-5 étoiles des chevaux qui ne sont absolument pas ceux qui étaient présents en 2014. Je vous laisse imaginer à quel point il faut se projeter lorsque vous faites de l'élevage, à quel point il faut être, comme on dit, proactif pour justement savoir déceler le cheval de haut niveau. On parlait de Girl Queen qui vient de gagner un CSI 3 étoiles. Girl Queen a 9 ans. 9 ans, ça veut dire qu'elle a été créée il y a 10 ans. Et donc Jérôme, il y a 10 ans, devait se projeter sur ce qu'est un cheval de haut niveau en 2024. Et ça, c'est un travail qui n'est pas du ressort de l'effet de mode ou de faire comme son voisin. Et on en parlera plus tard, enfin, dans notre discussion, j'imagine. Mais l'élevage, c'est une vraie réflexion sur le long terme. Ce n'est pas juste un coup de tête. Oui, c'est sûr que ces chevaux qui ont été performants il y a 20 ans, souvent je me dis qu'aujourd'hui, ils n'arriveraient même pas à faire du haut niveau. Peut-être certains en feraient, d'autres seraient même des mauvais chevaux. Et avant, il fallait des chevaux très puissants, le matériel était très lourd. Aujourd'hui, il faut des chevaux ultra rapides. C'est les 5 premiers qui gagnent de l'argent. Les autres, ils sponsorisent tout le reste. Et ultra rapide, le matériel est ultra léger. Donc, il faut des chevaux peut-être un peu moins puissants, mais on leur demande quand même des bons efforts. Très vite et surtout très respectueux. Oui, et puis tout ce qui est contrat de foulée aussi a beaucoup évolué. Et ça implique un galop, une facilité d'utilisation, parce que les cavaliers maintenant demandent un dressage extrême de leurs chevaux, et même des chevaux qui savent se prendre en charge eux-mêmes, où l'intervention du cavalier doit être la moindre possible. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, puisque c'était une de mes questions qui arrivait un peu plus tard en principe, mais je trouve ça intéressant d'en parler dès maintenant. Comment est-ce qu'on fait justement pour être proactif, pour imaginer un cheval qui fera du haut niveau dans 10 ans? En effet, ça a énormément changé, et on parle de 10 ans, mais rien que 3-4 ans en arrière, le sport, il était différent. Donc, comment est-ce qu'on fait pour être disruptif aussi dans le choix des étalons et pour donner des produits qui auront du potentiel? Là, je pense qu'il faut s'adresser en premier lieu à l'éleveur, qui est Jérôme. On se creuse la cacahuète, on change d'avis souvent, on est sûr de rien. Ça, c'est sûr, c'est une réalité, on est sûr de rien. On prend des risques, de toute façon avec les chevaux on en prend tous les jours. La force d'une personne comme Jérôme, c'est de se déplacer, c'est d'aller sur les concours, et c'est de voir ce qu'est un cheval de haut niveau. Parce qu'on ne peut pas imaginer produire
déjà quelque chose de plus moderne que quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc quand on va voir, même s'il a des très bons chevaux actuellement, Jérôme, comme on parle de Girl Queen, eh ben, dans sa tête, il faut qu'il fasse encore plus moderne, encore plus rapide, encore plus souple que sa jument qui est déjà ultra performante à 9 ans maintenant. Donc il doit côtoyer ces 5 étoiles pour savoir que il va falloir mettre encore plus de souplesse, mettre encore plus de galop, mettre encore plus de réactivité. Mais ça, si vous restez chez vous ou si vous suivez le voisin, c'est pas quelque chose que vous pouvez percevoir sur votre souche. Leur souche, ils la connaissent par cœur. Ils savent très bien quel étalon. Nous, on connaît les étalons. Eux connaissent leur souche par cœur. Ils savent très bien, par dose de petites cuillères à café, rajouter du sang, rajouter... C'est un petit peu une recette de faire... C'est de l'horlogerie. Après, c'est sûr que, comme il dit Sébastien, d'avoir accès à ces 5 étoiles, de pouvoir aller faire les reconnaissances. Souvent, je vais avec Julien faire les reconnaissances. Enfin, moi, techniquement, c'est lui le professionnel. Mais on se rend compte des efforts qu'on leur demande, de la précision que les cavaliers ont besoin d'avoir avec la connexion avec leurs chevaux. Parce qu'avoir des chevaux qui sont très bons, tout ça... et tout, mais qui ne se laissent pas faire ou qui ne veulent pas accepter, à la fin, ça ne sert à rien. Donc, c'est un savant, il faut qu'il soit un peu tout, quoi. Il faut que ça soit, faut que ça soit des guerriers. Il faut qu'ils aient envie de se laisser faire quand même, qu'ils aient envie de bien faire. Surtout qu'ils aient envie de donner à leurs cavaliers, parce qu'à la fin, ils aiment ça, autrement, ils ne feraient pas non plus. Oui, et c'était tout l'intérêt du salon des étalons, c'est de se faire rencontrer les éleveurs qui connaissent parfaitement leurs juments et les étalonniers qui sont censés connaître parfaitement leurs étalons, parce que sélectionner sur papier glacé, on le fait tous au moins une fois, mais le discours entre étalonniers et éleveurs est fondamental, parce qu'on a besoin, l'un connaît sa souche, l'autre connaît son étalon, a une vision assez globale. Les étalons maintenant peuvent produire jusqu'à 1000, alors on va peut-être parler exagération par la suite, mais certains étalons peuvent produire jusqu'à 1000 poulains par an. Ça donne une idée très précise de la manière dont ils reproduisent avec tout type de jument. Donc c'est important d'avoir cette connexion entre éleveurs et étalonniers pour affiner les croisements. Mais même si des éleveurs comme Jérôme, qui sont à la pointe, finalement, ils en viennent à pas nous demander notre avis, parce que eux-mêmes ont vu les derniers étalons sur les terrains de concours, et ils les connaissent aussi bien que nous. Ils sont immergés là-dedans, ils baignent dedans. Ouais, après, moi je vois ça comme un partage entre l'étalonnier, l'éleveur, le cavalier. Je dis souvent, le cheval, c'est le sport individuel le plus collectif, en fait. Parce qu'on est une équipe. Et sans cavalier, il n'y a pas de cheval. Sans étalonnier, il n'y a pas d'éleveur. Enfin, voilà. Et on est tous liés. Et bien c'est sûr. En prenant l'avis de chacun qu'on arrive, je pense, à avancer, à aller vers ce haut niveau qui nous attire tant, parce que, pour moi, si c'était pour élever des chevaux, j'ai rien contre la promenade, j'en ai fait pendant des années, j'adore ça, mais je ferais pas cet élevage pour élever des chevaux de promenade. Ce qui m'intéresse, c'est le haut niveau de voir ces chevaux-là, de fabriquer des chevaux pour aller là, c'est ce qui me motive. Et l'importance du cavalier, là, on est un binôme, éleveur et talonnier. L'importance du cavalier aussi dans le choix de l'étalon est important, parce que nous, à pied, on a des ressentis, on sait voir un poulain moderne avec élégance, qui engage bien sous la masse, qui a un magnifique galop, qui a du bec, qui a du chic. Après, on le voit sauter en liberté, même si beaucoup d'études tendent à dire que le saut en liberté n'a rien à voir avec la capacité à sauter avec un cavalier. C'est pour ça que dès que notre poulain a 4 ans, il faut qu'il aille chez un cavalier qui s'y connaisse pour qu'on ait un retour le plus rapidement possible. Ouais, c'est un autre ressenti. C'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir, nous, à pied. Ouais. On a des ressentis dans le physique, dans l'endurance du cheval, dans son regard, la pétillante. Voilà. Et puis, parfois, on est persuadé d'avoir un crack, et puis quand il monte dessus, le ressenti n'est pas du tout le même. Et inversement, heureusement, on a des chevaux qui sont
assez banal, assez dans le modèle, et c'est la révélation sous la selle du cavalier. À la fin, c'est comment il fonctionne. Il y avait un colonel de l'armée qui achetait des chevaux pour la garde. Il disait toujours, ok, celui-là, il a tout pour bien faire, mais on va voir comment il s'en sert. Et celui-là, il a rien pour lui, mais on va voir. Et des fois, comme il vient de dire Sébastien, le cheval qui a tout, il s'en sert mal. Et puis celui qui a même le dos à l'envers, le cou, machin, et lui, il sort super bien de son corps. Pourquoi ? On ne sait pas, mais la réalité, elle est là. Et ça, on ne peut pas deviner. Regardez les terrains de 5 étoiles, hein. On en revient toujours là. Imaginez tous ces chevaux foals. Je peux vous assurer que certains seraient très ingrats et on ne mettrait pas une pièce sur beaucoup de ces chevaux-là. Valou d'Ulysse et Estrella de la Bastia, c'était 2 juments complètement différentes. Elles ont toutes fait. C'est sûr qu'une Valou d'Ulysse foal, elle ne devait pas être super belle. C'était la mienne. Mais voilà. Après, les physiques sont différents. Dans 5 étoiles, souvent au paddock, je regarde et c'est vrai qu'il n'y en a pas un qui se ressemble. Donc il n'y a pas une recette, il faut qu'il fasse 1m70, qu'il soit comme ci, comme ça. Et c'est aussi la magie de l'élevage. On a fait des propres frères, des propres sœurs qui se sont pas ressemblés, ni par la couleur, ni par ci. Oui, et puis on ne fait pas du litre de lait. Ouais, voilà, on ne fait pas du litre de lait où c'est codé génétiquement. Vous avez des chevaux qui vont faire leur carrière en utilisant leur souplesse, donc qui vont faire une magnifique carrière parce que ce sont de grands guerriers qui n'ont pas forcément tous les moyens, mais qui vont être capables de donner énormément à leur cavalier, et d'autres qui sont des machines de puissance. Donc c'est difficile de sélectionner tout ça parce qu'on aimerait bien saupoudrer d'un petit peu de puissance, d'un petit peu d'énergie, d'un petit peu de fougue. Au final, vous avez des chevaux complètement déséquilibrés dans ces 3 facteurs de la réussite qui arrivent quand même à performer à haut niveau. Suivant les cavaliers, suivant le... Après, le travail du cavalier, c'est la seule chose que la jument ne transmettra jamais, ou les talons. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la qualité intrinsèque. Parce qu'après, les cavaliers, avec leur travail, arrivent à les faire progresser, à les finaliser. Comme je dis souvent, nous, on trouve des pierres précieuses, et eux, ils les montent sur un bijou. Ils les taillent, ils les préparent. Ça, leur travail, malheureusement, ça ne se transmet pas d'une génération sur l'autre. Et nous, entre étalonnés ou éleveurs, ce qui nous intéresse, c'est la qualité intrinsèque, ce qui va se transmettre. Parce que le cavalier, lui, malheureusement, il ne va pas transmettre au poulain. C'est ce que je dis à beaucoup d'éleveurs, ne vous mariez pas avec un cavalier. Arrêtez. Ne vous mariez pas avec un cavalier parce que beaucoup de chevaux ne trouvent pas leur couple avec un cavalier et peuvent le trouver avec un autre. C'est pas que le cavalier est mauvais, c'est que vous avez des cavaliers. Regardez les chevaux de Marcus Hennig, ils sont tous pareils, ils sont tous dans le même moule. C'est bien que lui sélectionne ses propres chevaux. Ou il les met dans ce moule-là. Ou il les met bien sûr dans ce moule-là. Ouais. Mais si vous avez des chevaux qui, dans leur conformation, sont pas capables de sauter comme Marcus Hennig le veut, ça en fera pas forcément des mauvais chevaux. C'est que c'est pas des chevaux pour Marcus Hennig. Voilà. Ouais, où il y en a qui aiment plus de sang, l'autre qui aime plus puissant. Ils ont tous un peu leur type de chevaux. Ils sont capables un peu de monter tout, mais ils ont un type de cheval qui leur convient mieux. Voilà, donc dans des systèmes professionnels où on a beaucoup de chevaux, comme c'est le cas de Jérôme ou de Belligneux-le-Haras, oui, on a un copain commun, c'est vrai, qui est Julien Gonin et qui est un maestro de l'équitation et qui est capable de faire des choses incroyables avec tout type de chevaux. Mais parfois, voilà, Julien n'apprécie pas certains de nos chevaux et est tout à fait ouvert à ce que ce cheval aille faire carrière ailleurs. Et parfois, il dit oui, il est allé faire carrière ailleurs. Parce que lui, il ne l'aimait pas à ce moment-là. Il le sent. Enfin, comme je dis, après, ils ne peuvent pas non plus. Et ils ont aussi le droit de se tromper. Tout le monde se trompe, nous aussi, des fois, on se trompe. On ne produit pas pour un cavalier. Voilà. Ouais, voilà. Jérôme, il y a 10 ans, vous aviez une poulinière, une fille de Diamant de Sémilly, et vous avez choisi de croiser avec Vigo d'Arsouille. C'était ambitieux, c'était aussi un vrai pari, parce que Vigo, pour le coup, c'est quand même pas le cheval le plus moderne à regarder. Et pour autant, vous avez eu cette jument, Girl Queen. Sur quel fondement est-ce que vous vous êtes basé ? Qu'est-ce que vous avez projeté dans ce croisement-là ? Et est-ce que vous avez finalement le produit que vous imaginiez à l'époque ? Oui. Alors, ce croisement, j'étais tout jeune, donc j'allais déjà sur les 5 étoiles avec mon père à l'époque.
T'étais tout jeune il y a 10 ans. Non, mais pas quand j'ai fait Queen. C'est quand j'ai vu, bien sûr, Viggo Darsow. Et je me rappelle être dans la tribune pendant le CHI de Genève. Et Viggo passe avec Philippe, bien entendu, bien avant qu'il soit champion du monde et tout. Et je vois ce cheval, cet étalon. Et je dis à mon père, mais regarde la technique qu'il a. Et il avait tout. La frappe, la montée de garrot, le passage de dos. Et il m'avait impressionné, quoi. Et le jour où je me suis dit, bon, bah voilà, Queen arrête l'élevage, arrête le sport, on la met à l'élevage, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre Viggo Darsow. Et là, avec Julien, il me dit, mais non, faut pas faire ça. Julien, on appelle Philippe Lejeune, on discute avec lui, ce qui est bien, parce qu'ils se connaissent tous, donc tu peux rentrer en contact avec eux, très sympa. Et quand j'ai fait ce croisement, alors il y a des noms savants, mais moi, j'ai pas été trop à l'école, il y a des croisements que tu fais pour combler les défauts. Et moi, quand j'ai fait ce croisement, c'était pour augmenter les qualités. Queen, c'est une super jument, je l'adore, c'est la jument de ma vie, mais c'est pas la plus jolie des juments. Viggo Darsow, c'est un bodybuilder, c'est un monstre. Donc je savais que ça allait pas faire la jument la plus chic. Elle allait pas être moche, mais pas la plus chic qu'on ait. Par contre, je me suis dit, si ça marche, ça va augmenter la réactivité, le passage de dos que Queen avait déjà. Mais par contre, elle avait un geste des antérieurs perfectible. Girl, elle a une très bonne technique. Et ça a vraiment fait ça, quoi. Ça a vraiment fait ça. Bon, avec le caractère de Viggo, qui est pas très bien non plus. Bon, elle est chic, par contre. Oui. C'est pas la plus belle. Mais non, mais elle est pas moche. Elle est pas moche. Par contre, ça a vraiment augmenté la qualité de saut. Ce que je cherchais. Alors après, ça aurait pu ne pas marcher. Demain, si je refais le même croisement, peut-être ça marchera pas. Ça, c'est la magie de. Mais ce croisement-là était pensé dans ce sens-là. J'ai pas pensé aux défauts. Je voulais augmenter la qualité. La force de Jérôme, c'est aussi d'avoir utilisé un étalon qui, à l'heure où il l'a utilisé, n'avait pas encore. Alors, c'était ce qu'on appelle un jeune étalon. Il faut pas confondre jeune cheval et jeune étalon. Un jeune étalon, c'est un cheval qui n'a pas eu une grande production, de manière à ce qu'il soit déjà très bien testé. Il s'avère que Viggo Darsow est produit plus moderne, plus aérien qu'il ne l'était lui, notamment chez les femelles, et ce qui les rend très compétitives maintenant. Et bon, la stratégie de Jérôme d'accentuer les qualités de sa jument, bien sûr, quand on a une souche, on a intérêt, quand on a une souche qui est performante, on a intérêt à fixer ces caractères qui font la force de sa souche. Si vous les diluez progressivement, peut-être que vous allez augmenter l'homogénéité, mais finalement, l'homogénéité, c'est peut-être la chose la plus compliquée à croiser. Un cheval moyen, et je ne dis pas moyen par le talent, mais un moyen, c'est-à-dire qui n'est ni très dans le sang, ni pas assez, qui est ni fort, c'est le plus difficile à croiser. Voilà. Ça, c'est un sujet dont on a parlé avec Richard Levallois pour un épisode du Salon des étalons. Alors, est-ce que il vaut mieux donc augmenter ses qualités ou combler les défauts ? Je sais que c'est quand même un vrai sujet. Et vous, Sébastien, surtout quand vous, même vous d'ailleurs, Jérôme, quand vous conseillez des clients qui vous parlent de leur souche, comment est-ce que vous les conseillez ? Est-ce que vous essayez plutôt justement d'augmenter ses qualités ou non ? Et je dirais, ça dépend de ce que veut l'éleveur. Il faut savoir maintenant que l'éleveur est souvent amateur, est souvent son propre utilisateur. Vous n'allez pas conseiller la même chose à un gaillard d'1m90 qu'à une jeune fille d'1m60. Moi, la première réponse que je leur donne quand on me demande des conseils, c'est réfléchissez à que voulez-vous faire du produit. Avant de le concevoir, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut en faire. Bien sûr. Est-ce que c'est de la commercialisation ? Est-ce qu'on veut le vendre embryon ? Est-ce qu'on veut le vendre poulain ? Est-ce que je veux le garder pour plus tard ? Et tout ça, ça donne des directions sur les choix des talons. Bien sûr, il ne faut pas oublier que c'est un business. Donc certaines personnes vont se focaliser sur un business de vente en gestation, donc il faut coller en général très proche de ce qu'on voit le plus actuellement, les grands performeurs, ceux qui vont susciter un vrai intérêt tout en créant de la rareté, parce qu'on sait que tout ce qui est rare est cher, donc c'est tout aussi savant de produire pour commercialiser jeune que produire
pour faire du très haut niveau, fabriquer des Formule 1 ou pour sa propre utilisation. Et là, c'est... Ou pour garder, pour faire une mère. Ou pour, voilà. Donc, il n'y a pas réellement de conseils de croisement. Hein. C'est pour ça que sur mon site internet, c'est assez light comme les conseils de croisement, parce que je ne veux pas systématiser, ranger dans une catégorie un cheval. Si vous voulez une petite bombe montée à l'américaine sans avoir d'action sur les rênes ni dans les jambes, vous pouvez utiliser un étalon. Et si vous voulez produire avec votre même jument un cheval qu'il faut entreprendre, mais qui est une assurance vie, parce que vous savez que même s'il arrive 4 mètres avant l'obstacle, il va couvrir, il va aller derrière. C'est pas du tout les mêmes chevaux. Hein. C'est pas la même utilisation. C'est la même mère, du tout. Mais c'est pas les mêmes chevaux. Donc un conseil de croisement, c'est d'abord parlez-nous de ce que vous voulez produire. Sébastien, vous disiez à l'instant que la plupart des gens qui vous sollicitent sont finalement des amateurs, et c'est drôle parce que moi j'avais une vision complètement inversée de la structure de l'industrie de l'élevage actuelle. J'avais plutôt le sentiment qu'on était passé d'une industrie avec une multitude d'éleveurs locaux implantés, professionnels ou semi-professionnels, en tout cas on va dire profil agricole, à des structures beaucoup plus business, beaucoup plus large, avec des gros élevages qui sont là justement pour en faire du commerce. Alors, vous descendez de Saint-Lô, vous descendez de la Normandie, et vous arrivez dans une région qui n'est pas la même. Nous avons beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de personnes qui montent à cheval, souvent des très bonnes juments, qui vont tourner avec la jeune fille de la famille, 140, 145, voire plus haut. C'est un vrai testage. Ça, pour la jument. C'est un vrai testage qu'une amatrice peut monter une jument en 145, facilité d'utilisation, courage, du sang, de la puissance. Et tous ces utilisateurs, on les encourage, nous, à produire, parce que ces juments ont une vraie valeur. Bien sûr, il y a toujours des gros haras qui vont faire 60, 80 juments naissances par an, et on est les premiers. À le faire. Mais je considère, et on a toujours considéré à Belligne-le-Haras, que le sport était le premier et le meilleur des testages. Je dirais pas bien avant, la souche est bien sûr importante à partir du moment où elle est correctement managée, mais je pense que le sport est le premier des testages. Et oui, les utilisateurs sont maintenant devenus des éleveurs. Et d'autant plus qu'avec une jument, maintenant, on est capable de faire beaucoup de produits. Et rapidement. Ça veut dire que ces juments-là, qui auparavant, vous avez des top juments, elles ont une santé de fer. Elles sont vaillantes. Elles vont arrêter à 18, 19 ans parfois. Donc ces juments-là, qui ont une valeur génétique, eh bien, auparavant, on n'avait pas le temps de les mettre à la reproduction. Il fallait faire un choix. Il fallait faire un choix, soit le sport très longtemps, soit la repro, et on les arrêtait à 15-16 ans. Maintenant, les nouvelles techniques ont permis justement de pouvoir à la fois avoir un super testage sur performance et se laisser le temps de faire 6-7 produits, même après 18 ans. Âge où on commençait... Ou avant, c'était plié, ouais. C'était plié, ou alors, déjà, elles sortaient de compétition, donc leur gestion de reproductrice était compliquée. Vous savez, nous-mêmes, nous avons fait des erreurs. Nous avons arrêté des juments en compétition. On s'est dit, bon, maintenant, ma jolie, merci pour le service rendu. Maintenant, vite à vite poulinière. Les juments, elles ne supportaient pas ça. Une jument de grand sport, on parle de Grand Prix 5 étoiles, il faut qu'elles aient un contact humain, il faut qu'elles continuent à être montées, à être groomées 2 fois par jour. À peu près, sur les juments, une année pour se remettre en mode poulinière. Elles ont été, comme il dit Sébastien, elles ont été choyées toujours là, chef de l'écurie. Ils savent ces chevaux-là qui sont mieux que les autres, qui sont les rois de l'écurie. Ils savent quand ils sont le cheval de tête, je sais pas pourquoi, mais et d'un jour on te met dans un champ, salut ma cocotte, tu viens de donner un peu de grain le matin et le soir, et ils comprennent pas. Elles ont besoin d'au moins une année. Voilà, et pendant cette année, c'est une année de plus où la fertilité, si vous gérez mal votre reproductrice, votre jument, où vous n'avez pas d'embryon.
Elle peut faire des dépressions. Et oui, on a vu des dépressions, du Cushing aussi, c'est-à-dire une baisse hormonale qui fait qu'elle développe le syndrome de la vieille jument vierge ou du Cushing. Mais donc on arrivait à l'âge de 19 ans, fertilité en baisse, 19 ans c'est un âge avancé. On parlait nécessairement de transfert d'embryon parce que faire porter une jument de 19 ans pour son primipare, c'est dangereux. Voilà. Donc on se dirigeait vers des étalons en frais, très fertiles, avec un choix très limité parce que tout ce qui nous importait avec ces championnes, c'est d'avoir des poulains. Peu importe finalement l'étalon, ce qu'on voulait c'était des poulains parce qu'elles ont une telle supériorité génétique que même si l'étalon était un peu en deçà parce que c'était l'étalon disponible à 10 km en semences fraîches, il fallait du très fertile parce que ces juments allaient vous faire 1 voire 2 chaleurs dans la saison. Bon, il fallait aller vite. Maintenant, tout a changé. Maintenant, vous pouvez arrêter une jument à 18 ans et elle peut avoir encore une vraie vie de reproductrice sans pour autant être embêtée. Pour en revenir aux éleveurs, des grosses maisons d'élevage, il n'y en a pas tant que ça, il y en a moins qu'avant. Et 90% des éleveurs, alors je ne sais pas, ils ont 1 ou 2 juments. Ce n'est pas des gens qui font ça, c'est des passionnés. Oui, et ça peut être des très bonnes juments. Mais ils n'ont pas, voilà, ça peut être des très bonnes juments, mais ils ont 1, 2, ils font 2, 3, 4 poulains. Il faut regarder le marché des gestations. Les gestations qui se vendent très cher parce qu'issues de très bonnes juments et de très bons étalons vont directement dans les écuries de 5 étoiles. C'est pas des éleveurs qui achètent, c'est des utilisateurs. Ces juments, ces gestations qui vont donner des produits, on va les revoir parce qu'ils vont dire oui, acheter un cheval 7 ans, 1 million, oui, ça se fait. Mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des embryons avec nos très bonnes juments ? Pourquoi est-ce qu'on n'achèterait pas des gestations et puis on achète aussi des hectares pour les valoriser ? Ces Parce gens-là, que les chevaux de sport coûtent cher, du coup ils se sont mis à élever, même les cavaliers, c'est ce qu'il veut dire Sébastien. Même les cavaliers, bien sûr. Ils se mettent à élever, à faire, et on a vu beaucoup ça, l'année du Covid, plus de concours, toutes ces juments de 5 étoiles, elles ont été faire de l'ICSI, voilà. De l'ICSI, Exactement. notamment de l'ICSI. Ouais. En plus, et... ils se mettent tous un peu à élever, alors à plus ou moins grande échelle. Mais Julien, on a des juments ensemble, il en a toutes seules, des gens, ils ont tous des poulains, tous maintenant. Alors justement, on a commencé très rapidement à en parler, mais l'idée de cet épisode, c'est justement de mettre en avant ces différentes techniques de reproduction. Est-ce que peut-être avant de rentrer dans les détails de chacune, vous pouvez un peu nous expliquer aujourd'hui ce qui est possible de faire quand on a une bonne jument pour la faire reproduire ? Ça dépend. Alors une bonne jument, ça dépend de son âge, ça dépend de... de son âge. Enfin, pour moi, ça dépend de son âge. Les jeunes juments vont au transfert d'embryon, les plus anciennes à l'ICSI. Pourquoi ? L'ICSI, pour moi, c'est réservé aux juments qui ne sont plus très fertiles. C'est, comme je dis souvent, les gens ils disent « ouais, l'ICSI, machin », je dis « c'est comme une femme quand elle fait une FIV ». C'est exactement pareil. Donc, soit pour des juments qui sont plus assez fertiles, soit pour utiliser des étalons qui ne sont pas assez fertiles non plus. Or ces 2 cas-là, si on peut faire un transfert, c'est quand même pas mal. Après, ce qui est bien aussi avec l'ICSI, les autres avantages, c'est si on a plusieurs embryons, de pouvoir les réimplanter quand on est en vie. C'est-à-dire que quand la porteuse ça fait un moins grand cheptel de porteuses à gérer, c'est aussi un avantage. De pouvoir les garder, c'est-à-dire ma jument, elle fait 2 embryons. Moi, cette année, avec Queen, on a eu 2 Queen Katoki. Je ne vais pas faire 2 poulains de Queen Katoki cette année. Je vais en faire un cette année, et puis j'en ferai un l'année prochaine. Voilà. Après, voilà. Moi, l'utilité pour moi. Juste peut-être avant de continuer là-dessus, nous on en a parlé de l'ICSI dans ces épisodes du Salon des étalons. Il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé de l'expliquer parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas du tout de quoi il s'agit. Oui, c'est une technique qui demande beaucoup de pédagogie. Pourquoi ? Parce que d'abord elle est nouvelle. Faut savoir que cette pédagogie, ça a été la même pour l'insémination artificielle, ça a été la même pour l'échographie et
je sais de quoi je parle. Mon père, le docteur Nera, a vécu cela. Les réticences à l'échographie, à l'insémination artificielle, à la congélation, au transfert d'embryons. Il faut savoir que l'élevage est quand même un milieu plutôt conservateur. Donc toutes ces évolutions aussi extraordinaires et révolutionnaires soient-elles, et pour l'ICSI on parle bien de ça, engendrent une quantité de questionnements, de réticences mêlées à des idées reçues. Voilà, ça c'est inévitable. Donc il faut beaucoup faire preuve de pédagogie. Et là où pour vendre une insémination dans mon haras, les choses se font en 5-10 minutes au téléphone avec le client, il est vrai qu'il n'est pas rare de rester 30-40 minutes au téléphone avec le client pour lui expliquer le processus de la ponction ovocytaire et de l'ICSI. Fort heureusement, c'est une technique qui se développe massivement chez la femme, il y a la queue devant les hôpitaux. Donc notre clientèle féminine est très sensibilisée par la ponction ovocytaire et l'ICSI, d'autant plus que de lourds inconvénients chez la femme n'existent pas chez la jument. Donc on est plus facilement engagé. Disons que notre clientèle, alors c'est 80%, de notre clientèle est féminine. On le verra plus tard, il y a des vieux dogmes patriarcaux qui font que la jante masculine, et je ne vais surtout pas généraliser, j'ai des gens très modernes, très ouverts d'esprit dans ma clientèle, Jérôme en fait partie, mais c'est vrai qu'il y a des vieux dogmes qui sont maintenus. L'étalon doit épandre sa semence de manière globale, alors que la jument doit avoir son petit poulain à élever dans le pré. C'est des choses maintenant qui sont un petit peu dépassées, il faut aller au-delà. Voilà. Donc le champ des possibles de l'ICSI, pour parler spécifiquement de cette technique, est incroyable. Malheureusement, elle va avoir des détracteurs, parce qu'elle change complètement la filière de la reproduction. La semence de l'étalon n'est plus au centre de l'échiquier. Maintenant, c'est la jument qui est au centre de l'échiquier. Et si l'ICSI se développe comme elle se développe encore dans les 10 prochaines années, et actuellement notre centre fait plus 30% d'ICSI chaque année, donc cette année on a fait 220 ponctions ovocytaires qui ont donné 480 embryons. Si ça continue à se développer, c'est plus l'étalon qui sera au cœur du système, c'est la jument. Moi je dis c'est la technique girl power. On n'aura plus d'étalonniers, on aura des jumentiers. Et c'est pas une critique, mais on commence déjà à voir des sociétés comme Mers of Matcha qui investissent dans des juments et proposent un catalogue d'embryons, comme un étalonnier propose un catalogue de semences. Voilà. Ouais, c'est vrai. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des détracteurs ? Pourquoi est-ce que la technique est décriée ? En quoi est-ce qu'elle consiste concrètement ? Alors, d'abord, il y a beaucoup d'idées reçues sur cette technique, des idées reçues que l'on traîne depuis l'insémination. On l'a dit invasive. Alors on l'a dit invasive. Il faut savoir ce qu'on entend. Je suis un éleveur, je suis amoureux de mes juments. Et je vibre en disant ça, que j'aime mes juments. Jérôme peut en être témoin, je suis un homme de chevaux. Bien sûr, c'est un côté invasif. Mais qu'appelez-vous invasif quand, pour une insémination en sperme congelé, votre jument a besoin d'être échographiée 60 fois, parfois à 3 heures du matin, parfois avec un vétérinaire qui l'amène seul dans une barre de contention, avec les risques que ça engendre, avec des traitements hormonaux, des injections d'hormones chorioniques, de prostaglandine, d'ocytocine, des lavements utérus, de l'utérus avec des antibiotiques. Il me semble que le côté invasif n'est pas à exclure dans l'insémination et le transfert d'embryon. La ponction ovocytaire est une intervention qui dure 45 minutes. 45 minutes pendant laquelle la jument est sous sédation. Une sédation
quasi équivalente à la castration chez l'entier. Donc elle ne ressent absolument rien, ni pendant, ni après. C'est simple. Pourquoi je peux vous dire qu'elle ne ressent rien ? Il va falloir une précision, une très grande précision pour nos techniciens, pour notre vétérinaire, pour moi à l'aiguille, c'est-à-dire que je vais aller ponctionner les follicules. Il va falloir une grande précision. On va passer par voie transvaginale avec une grande aiguille et le vétérinaire, par voie transrectale, par le rectum, va venir chercher l'ovaire et le plaquer contre la paroi du vagin. Il faut donc traverser l'ensemble du vagin avec une aiguille, ça représente 50 cm, puis rentrer de 5 cm dans l'ovaire. Et il va falloir aller ponctionner un follicule qui mesure moins d'1 centimètre. Que fait une jument quand elle a mal ? Elle bouge. Aller chercher un follicule de moins d'1 centimètre avec une aiguille mesurant 50 cm, je mets au défi quiconque d'y arriver avec une jument qui bouge. Les juments ne bougent pas. Si elles ne bougent pas, c'est qu'elles n'ont pas mal. Vous savez, la femme, la sédation de la femme en ponction ovocitaire n'est pas courante. La femme, vous lui dites, si vous voulez un enfant, vous serrez les dents, vous ne bougez pas, madame. Chez la jument, c'est pas possible. Donc la jument, on est obligé qu'elle ne ressente rien pendant cette année. Ensuite, on parle invasif. L'ovaire est fait de... Alors je vais être un petit peu technique peut-être pour quelques-uns de vos auditeurs, mais l'ovaire est fait de tissu cicatriciel. C'est un tissu qui cicatrise à une rapidité incroyable. La preuve, c'est qu'une ovulation, c'est un follicule, parfois de 5-6 cm, qui va libérer un ovocyte, puis se remplir de sang. Et puis vous allez repasser 10 jours après, refaire une écho, il n'y a plus aucune trace de ce follicule. L'ovaire a cicatrisé de manière très rapide. C'est la même chose pour une ponction ovocitaire. On va aller chercher les follicules, les ponctionner, mais 3 jours après notre intervention, il n'y a aucun dommage sur l'ovaire. Et même, je dirais, certaines juments qui étaient stériles, pour différentes raisons, mais l'une des raisons où on a une vraie amélioration, c'est toutes les juments qui ont des kystes ovariens. Eh bien, le fait de passer à travers ces kystes ovariens avec l'aiguille va les détruire. Et on a vu des juments qui étaient stériles depuis 3, 4, 5 ans, qui ne donnaient plus un transfert d'embryon. Après une ponction ovocitaire et une ICSI, eh bien, elles ont de nouveau fait de très belles chaleurs et de nouveau donné des embryons. Donc la technique est très rapide, c'est 45 minutes, et elle va vous permettre de donner en moyenne 2,6 embryons. Ça veut dire que si vous faites 2 ponctions ovocitaires dans l'hiver de votre jument, vous pouvez monter jusqu'à 5 embryons en moyenne pour une jument. 5 embryons, reportez-le au nombre d'années d'insémination qu'il faudra, le nombre d'échographies, de fouilles transrectales, de transferts d'embryons qu'il faudra pour votre jument. Qui est invasif ? Où est-ce qu'on est dans l'invasif ? Et parce que vos juments qui sont venus cet hiver, qui ont 5 embryons, elles retournent au pré, là. Elles ne vont pas aller en centre d'insémination. On a les 5 embryons qui sont congelés, prêts à être réimplantés, et vos juments vont vivre des beaux printemps dans vos prés, pas en centre d'insémination où il y a souvent un surpâturage, on accueille énormément de juments à l'insémination. Elles sont mieux dans vos prés. Et alors, si on déroule le raisonnement jusqu'au bout, quid des porteuses à qui on va implanter ces embryons ? Comment est-ce que ça se passe ? C'est très simple. C'est même beaucoup plus simple que le transfert d'embryons. En transfert d'embryons, vous devez synchroniser vos juments receveuses avec des donneuses via des injections hormonales de prostaglandine, d'hormones chorioniques. Donc les juments consacrés au transfert d'embryons, les juments receveuses, elles ont quand même un vrai protocole hormonal. Ce n'est pas le cas pour l'ICSI puisque nos embryons sont congelés. En fait, les embryons attendent sagement 4 jours après l'ovulation de la jument. Que la jument soit prête, quoi. Voilà. Lorsque la jument a ovulé, 4 jours après, elle arrive dans notre centre d'insémination. Notre vétérinaire va regarder si l'utérus est joli, si elle a un joli corps jaune qui va permettre de maintenir précocement la gestation. Si tous les facteurs sont réunis, nous allons décongeler l'embryon. Si la jument n'a pas une belle chaleur ou son utérus est un peu inflammatoire,
on ne va pas décongeler. Donc c'est très simple. Pour les juments receveuses, c'est même, et je dirais, l'éleveur, progressivement, s'est muni de juments receveuses. Parce que quand il faut synchroniser, il faut 4-5 juments pour une donneuse. Mais là, si vous avez 5 embryons congelés, vous pouvez tout à fait acheter, et c'est ce que fait Jérôme, acheter des juments receveuses de qualité que vous avez entretenues pendant l'hiver, bien nourries, mis sous lumière. Et Jérôme, sans trahir de secret professionnel, vient de nous déposer des juments pour implanter les embryons qu'il a fait cet hiver. Vous avez une idée du taux de réussite de ces implantations ? Bien sûr. L'année dernière, nous avons fait 380 implantations d'embryons congelés. Le taux de réussite a été de 77%, à 45 jours. Pas à 15 jours. C'est-à-dire qu'au moment où on loue la jument receveuse, ou alors où on estime qu'une gestation est bien implantée, bien sûr, il peut toujours y avoir une résorption embryonnaire tardive, mais à 45 jours, 78% des embryons congelés avaient repris dans la mère receveuse. Ce qui est un résultat équivalent. Et c'est ce que je vous expliquais. Comment est-ce qu'on arrive à un tel résultat ? Bien sûr, la congélation de l'embryon le rend un petit peu plus fragile, mais quand vous faites un transfert d'embryon, vous avez une receveuse, vous avez l'embryon sous la loupe, il faut le mettre. Quoi qu'il arrive, si votre jument receveuse a fait une très mauvaise chaleur, a un utérus de très mauvaise qualité, oui, mais votre embryon, il est sous la loupe. Il faut le mettre quand même. Ouais, il est perdu. Voilà. Donc, et alors que nous n'implantons les embryons congelés que dans des utérus parfaits. L'autre critique qui est faite de l'ICSI, c'est la question de la transparence et de la traçabilité. Ce qu'on nous a expliqué dans ces derniers épisodes, c'est que les chevaux issus de transfert d'embryons, ils sont identifiables, notamment sur l'IFCE, ce qui n'est pas le cas des chevaux issus Si, celle-là. Alors, justement, est-ce que vous pouvez répondre à ça ? C'est le manque de transparence, c'est effectivement du côté des détracteurs, puisque effectivement les chevaux issus d'ICSI. Alors, d'abord, pourquoi est-ce qu'on identifierait les chevaux d'ICSI ? Est-ce qu'il y aurait une différence notable ? Est-ce que quand vous êtes... Maintenant, il y a 30 000 enfants qui naissent d'ICSI par an. Est-ce que vous avez envie d'avoir le petit badge oui, mais pour le coup, fait par ICSI ? j'imagine que c'est des questions de statistiques et de voir comment les chevaux évoluent. Est-ce qu'ils sont meilleurs, moins bons, beaucoup plus de solides gens, ou moins ? Beaucoup de gens pensaient... Bon, on m'a souvent posé la question, oui, Jérôme, l'ICSI, les chevaux sont plus fragiles, blablabla. Alors moi, ça m'a toujours fait rire parce que je dis, moi, j'ai la chance de connaître le premier bébé éprouvette. Je dis, ok, les policiers, mais il est normal. mais donc, nous, des chevaux d'ICSI, on en a, qui sont maintenant un petit peu d'âge, qui ont passé des visites vétérinaires, et ils n'ont pas plus de problèmes que les autres. Enfin, moi, aujourd'hui, avec le recul que j'en ai pas des millions non plus, mais il y a zéro problème. Il y a pas de... De toute manière, c'est toujours les questions des nouvelles techniques. Il faut aussi... Oui, mais là, vous rentrez dans le jeu des détracteurs. Parce qu'ils vont essayer de soulever des lièvres qui n'existent pas. Donc quand vous avez des comités d'éthique qui disent qu'il n'y a pas de différence significative entre les enfants d'ICSI, et on parle sur des études mondiales, sur plus de 300 000 enfants nés d'ICSI. Quand vous avez des études qui disent que le taux d'anomalie est de 3% plus élevé pour l'ICSI, vous savez pourquoi ? Parce que chez la femme, ne sont pas implantés un embryon, mais plusieurs. Et donc, il y a des gestations gémellaires beaucoup plus fréquentes chez la femme en ICSI. Et on sait que les gestations gémellaires engendrent plus d'anomalies. Et il est juste là, la différence. Mais vous avez ces détracteurs, donc souvent étalonniers, on en parlait, qui vont dire il faut absolument étiqueter les chevaux issus d'ICSI parce qu'on n'est pas sûr. Non, on ne va pas étiqueter les chevaux d'ICSI au même titre qu'on n'étiquete pas les chevaux. D'abord parce que quand vous déclarez une SAI d'ICSI à l'IFCE, elle est clairement établie ICSI. C'est absolument transparent. Quand vous envoyez des ovocytes en Italie, vous avez derrière vous dans mon bureau la boîte qui va partir en Italie ce soir, issue de 4 juments en ponction faites ce matin. Vous avez un certificat sanitaire, trace, du système trace, et la semence qui est partie, qui nous attend en Italie, a aussi
fait l'objet de la rédaction d'un certificat sanitaire. Et les embryons qui vont nous revenir sont aussi certifiés et ont leurs documents sanitaires. Non, ne vous faites pas avoir par ces gens dont les intérêts économiques vont être pulvérisés par l'ICSI et vont essayer de soulever des lièvres comme la qualité des chevaux. Rappelez-vous, les humains, oseriez-vous dire à votre voisin issu d'ICSI qu'il est plus faible, qu'il est moins performant, qu'il a plus de risques? Non. Donc, pas d'anthropomorphisme ici et aussi pas de... Après, je pense qu'il y a peut-être attention, aussi, faut élever un peu le débat, je pense. Et là, ou alors on va peut-être parler de sélection naturelle, parce qu'on sélectionne un spermatozoïde, c'est pas le spermatozoïde le plus vigoureux qui va gagner. Ça a été dit après la monte en main. Vous savez, il y a eu l'assimilation artificielle. Ah oui, mais on prenait pas tout l'éjaculat, donc on allait louper le bon cheval. Et puis ensuite, il y a eu la semence congelée. On réduisait la mobilité du sperme et en plus, on avait encore moins de semences. Donc là, c'était sûr qu'on n'avait pas le bon cheval dans la paillette. Et puis maintenant, c'est l'ICSI. Il n'y a plus qu'un spermatozoïde. Ah ben c'est sûr, c'est impossible que ça soit le bon cheval puisqu'il n'y a qu'un spermatozoïde. Allons, ce n'est pas le spermatozoïde le plus rapide et celui qui arrive dans l'ovule qui fera le cheval le plus rapide et qui saute le mieux. La sélection naturelle est bien avant l'éjaculation et ce qui code pour la vitesse du flagelle et la qualité de l'acrosome n'a aucun rapport avec le demi-ADN qu'il contient. C'est donc des sottises sans nom. Excusez-moi de un petit peu m'emporter, mais c'est vrai que voilà, je suis de formation scientifique, plutôt poussée, 5 années après le baccalauréat. Quand j'entends ça de personnes qui n'ont pas justement cette formation scientifique, oui, ça me fait un peu hurler. C'est tout l'intérêt de cet épisode bien aussi. Sûr, c'est évidemment nous, on récolte les questions, on va dire, on récolte. Mais vous avez tout à fait raison de soulever le débat parce que c'est l'objet. Les problématiques qui nous sont transmises et après on cherche les réponses. Bien sûr. Ils ont peut-être aussi, moi je me dis qu'il y a eu beaucoup de détracteurs aussi des clones. Et les premiers clones, c'est vrai que la technique était moins bonne, ils étaient plus fragiles, ils sont morts plus tôt, comme là on a pu voir avec la brebis. Et je pense que pour certains, dans leur tête, c'est resté un peu aussi. On a eu un clone à la maison qui s'appelait Chelano Alpha Z. C'est un cheval qui avait passé 2 ans en clinique. Parce qu'il était sous surveillance, il n'a pas bénéficié d'un bel élevage, donc forcément, ils sont plus chétifs. Mais là, c'est plus la question. Ouais, mais les gens, je pense que dans certaines têtes, ils ont fait un peu... l'amalgame. Ouais. Jusqu'où est-ce qu'on va pouvoir aller en développant toutes ces techniques d'élevage, tout en s'assurant de conserver le bien-être des juments, de rester dans ce qu'on peut qualifier d'éthique. Est-ce qu'on va pouvoir encore aller beaucoup plus loin? Est-ce qu'il y a des choses qui sont en cours? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Qu'est-ce qu'on peut envisager? Tout en conservant un garde-fou sur toutes ces techniques, sur toutes ces évolutions, en s'assurant de garder le cheval et la santé, le bien-être du cheval en priorité number one. Alors, si d'abord l'ICSI a été développé et la ponction ovocitaire a été développée, ça a été à mon sens profond d'éleveurs et d'hommes de cheval pour le bien-être de mes juments. Ces juments d'âge de 18 ans qui sortaient de concours et j'avais pas envie de leur faire passer 6 mois en centre d'insémination. J'ai connu des juments qui étaient utilisés pendant 8 cycles, qui donnaient à peine un embryon. D'un autre côté, la semence des étalons, toujours plus compliqué. Des étalons qui servent de plus en plus de juments. On entend parler de 1000 juments. Donc forcément, on ne va pas vous donner 12 paillettes pour inséminer votre jument. On va vous en faire acheter à prix d'or 1, 2, 3. Ça devient limite plus raisonnable, ça. À un moment donné, l'éleveur, il doit s'y retrouver dans son élevage. Même s'il veut les talons phares du moment, il doit s'y retrouver. Il ne peut pas prendre le risque d'acheter 3 paillettes d'un cheval moyennement fertile parce qu'il a été congelé à la va-vite entre 2-5 étoiles et on va lui donner 3 paillettes on va lui donner, loin de lui donner, il va acheter à prix d'or ces 3 paillettes et puis il va aller brûler un cierge pour que la première insémination ça fonctionne.
Et on sait que la fertilité, elle est de 30% seulement. L'ICSI, ça garantit 2,6 embryons par ponction. Ça ne garantit pas, excusez-moi. Les moyennes sont de 2,6 embryons par ponction et seulement 10% des juments ne donnent pas d'embryons. Sachant que c'est une technique qui attire, comme l'a dit Jérôme, les juments d'âge, les juments problématiques, des juments qui ne donnent plus d'embryons depuis 5 ans. Qui n'auraient pas fait de poulain tout bonnement. Qui n'auraient pas fait de poulain. Si ces techniques-là n'existaient pas, elles n'auraient pas eu de poulain. Alors, où est-ce qu'on... on parle d'évolution. Là, je crois qu'on a quand même atteint le paroxysme. Il va y avoir des développements de certaines techniques, mais qui n'auront pas d'intérêt commercial autre que la recherche scientifique. On parle de la scission de l'embryon. C'est-à-dire qu'on prend des embryons de 4 jours et on les découpe en 2, sachant que les cellules sont totipotentes. Ce qui fait que c'est comme si vous coupez l'embryon et en fait 2 embryons vont se développer, créant de vrais jumeaux, chose qui n'existe pas dans le cheval. Mais là, si vous faites une scission de l'embryon en laboratoire, vous pourrez réimplanter 2 embryons qui auront le même ADN. Ça, je ne pense pas qu'on arrivera à ces techniques de manière commerciale. Les gens qui utilisent l'ICSI ont parfaitement compris l'intérêt. Le champ des possibles, il est grand. Jérôme est un utilisateur pour juments à problème, pour juments un petit peu âgés. Je suis pour ma part utilisateur sur des très jeunes juments, c'est-à-dire des juments de 3 ans. Je vais leur faire des ponctions ovocytaires avec un étalon très moderne et je vais congeler. Les embryons sont toujours congelés, mais je vais garder ces embryons jusqu'au testage de ma jument. C'est-à-dire que ma jument, je fais la ponction à 3 ans, mais je ne sais rien de cette jument. Et je vais attendre son année de 5 ans, 6 ans pour implanter, pour 2 raisons. Déjà, ma vitrine, la jument, elle sera plus grande. Elle commencera à tourner en concours, j'aurai donc plus de demandes pour ces gestations. Et puis ensuite, qu'est-ce qui coûte cher à l'éleveur ? Faire des chevaux jeunes, oui, très bien. Le progrès génétique, il faut utiliser des jeunes juments pour aller vite. Mais ce qui coûte très cher à un éleveur, c'est avoir des gestations d'une mauvaise jument. Parce que ça, c'est invendable. Vous avez estimé votre jument à 3 ans, vous lui faites des transferts d'embryons, et puis finalement, elle crève pas l'écran, elle s'avère pas si bonne que ça. Bah oui, mais vous avez fait 3 transferts d'embryons, et il y a 3 foals de cette jument, qui est pas si bonne que ça, qui vont devoir être commercialisés. Avec l'embryon congelé, c'est pas le cas. Vous le faites à 3 ans, en dehors des compétitions. Elle a 3 ans, elle peut très bien venir faire une ponction ovocytaire pendant son hiver, et puis vous attendez le testage. Et si la jument est effectivement bonne, là vous implantez les embryons. C'est l'utilisation que je fais de l'ICSI, et ainsi, je n'ai plus que des très bonnes juments. Des très bonnes, si on peut dire qu'une jument est très bonne à 5 ans, mais disons que j'ai que des gestations issues de juments que j'estime. Voilà. Jérôme, comment vous voyez les choses ? Est-ce que vous pensez, vous, utiliser de nouvelles techniques ou ces nouvelles techniques plus régulièrement ? Alors moi je les utilise déjà beaucoup. Comme l'a dit Sébastien, moi je le fais plus donc pour l'ICSI, plus sur des juments âgés. Je ne dis pas que je le ferai jamais, mais je ne l'ai encore pas fait sur des jeunes. Moi, ça peut m'arriver d'attaquer à 2 ans sur certaines juments, de faire des transferts, mais bon, comme il a dit, avec des poulains, plutôt que faire une, entre guillemets, banque d'embryons. Voilà, ça, au jour d'aujourd'hui, c'est ma technique à moi. Elle changera peut-être, elle évoluera peut-être. Entre les nouvelles techniques, on a entendu parler du sexage de semences, mais qui quand même tarde à s'avérer pour l'instant. Donc, il faut beaucoup de semences pour n'obtenir qu'une paillette de semences sexées. Et pas d'une fertilité. Non, mais la fertilité avec les nouvelles techniques, j'en reviens toujours au même. Voilà. Alors voilà, une paillette, on fait beaucoup avec une paillette. Après, moi, le reste, pour l'instant, je connais pas assez les nouvelles techniques. Je suis pas un technicien comme peut l'être Sébastien pour savoir tout ça. Voilà. Nous, déjà, dans la technique, on est déjà pas si mal. Hein. Ça fait déjà beaucoup de
Toujours dans l'objectif de se projeter, et peut-être pour terminer cet échange, vous avez parlé de clones tout à l'heure. C'est aussi des choses dont on commence à entendre parler. Est-ce qu'il y a des limites à ne pas franchir ? Non, là, on finit d'en parler, les clones. Ouais, c'était il y a 10 ans, sous l'impulsion de grands hommes de chevaux, qui étaient Léon Melchior, et qui a toujours été à la pointe en matière d'élevage. Il a essayé. Voilà. Ouais, un chercheur, comme un chercheur. Oui, tout à fait. Le clone, c'est refaire le passé. Ça n'a aucun intérêt en termes de progrès génétique. On entend des clones de Quidam de Revel. Quel intérêt ? Quidam a fait peut-être 6-7 000 produits déjà. C'est le passé. Le reproduire n'a aucun intérêt, surtout en 2024. Voilà, donc ça, il en est pas question. Ça a sûrement... Et puis, sur les hongres, on parle de clones de hongres, mais pourquoi ils ont été hongres ? C'est bien qu'il y avait quand même quelque chose avec leurs testicules qui posait problème. Donc est-ce qu'il faut en faire des reproducteurs ? Alors oui, ça peut arriver sur des chevaux qui ont eu des accidents, ça peut être intéressant d'avoir des clones, ou alors... Mais d'abord, c'est une technique extrêmement coûteuse, voilà, et qui n'est pas près de se démocratiser. Parce que ça demande une autre logistique que la ponction ovocytaire et l'ICSI, même si on n'est que très peu en France à la faire, et où on n'est que 2 gros haras à la développer vraiment de manière importante. C'est le haras de Hus avec Hubert Terris, qui a développé assez précocement la technique, et le haras de Châtenay, qui est maintenant leader sur le marché de la ponction ovocytaire, puisqu'on fait entre 200 et 250 juments de octobre à avril-mai. Il y a de fortes chances qu'on ne s'arrête pas là pour cette saison et qu'on se concentre uniquement là-dessus. Jérôme, vous, votre travail, c'est aussi d'être devin, d'imaginer le cheval de demain. Et si on se projette, on est en 2025, 2035, quels seront les chevaux qu'on verra à haut niveau ? Comment ils seront ? Ceux que vous essayez de faire naître actuellement. C'est une bonne question. Alors, quand vous me posez cette question, moi, je pense au parcours qu'on veut leur faire. Aujourd'hui, sauter plus gros, j'ai bien peur que ça soit compliqué. Plus léger. On voit les obstacles. Avant, donc le matériel est déjà, les taquets sont quasi plats. C'est fini les grosses cuillères qu'ils font avec les barres qui font je sais pas combien de kilos. Voilà. Aujourd'hui, ils réduisent la largeur des obstacles. On voit beaucoup de rollback, de demi-tour sur les parcours. Donc des chevaux qui soient capables de s'asseoir fort, de pouvoir se repousser, qui soient vraiment en ligne, compact, qui n'aient vraiment peur de rien, parce que les obstacles petits, forcément, ils ont moins de place pour sauter, ça peut les effrayer un peu. Très disponible. Et déjà ça sera déjà possible. Oui, et je tiens aussi à souligner le calendrier des chevaux. Le calendrier des chevaux qui s'alourdit avec des concours qui fleurissent à bientôt 1 million d'euros le Grand Prix. Oui, il faut qu'on ait des chevaux résistants, solides, parce qu'il faut savoir que ces chevaux-là qui font du 5 étoiles, c'est des extraterrestres. Vous allez, vous faites la 140 du coin, vous rentrez, vous mettez votre cheval dans les bandes, un peu d'argile le lendemain, un trotting le surlendemain. Non, eux, c'est Grand Prix 5 étoiles, monter dans l'avion, arriver, et on fait Rio pour aller à Abu Dhabi, 14 heures de vol, et là, ils la font, leur récup dans l'avion. Et ils arrivent, quarantaine, et puis on enchaîne sur la résistance de ces chevaux-là. Et j'ai toujours dit à mes clients, ce qui fait la différence entre un petit étalon qui va faire 150, 155 au niveau national et ces superstars qu'on voit sur les CSI 5 étoiles, mais c'est leur capacité, leur force physique, leur robustesse. Même si c'est des Formule 1, ils sont plus solides que de l'acier. Pour arriver à de tels... Après, ils en prennent beaucoup soin. Ils en prennent soin, mais ils sont solides. Oui, il faut qu'ils soient solides. Qu'ils récupèrent vite, parce que ils sont sollicités énormément. Ils sont très bien gérés. Les grandes écuries, ils savent gérer les chevaux. Même, donc les très grandes, ils ont même 2 piquets.
Ils disent, voilà, on fait 3 semaines, après on les laisse 15 jours, on fait 3 semaines avec les autres. Ils ont une gestion, c'est un truc de malade. Hein. Mais voilà, des choix avec du cœur, et j'entends par le mot cœur de l'endurance. Des choix avec du coffre, tout en ayant des modèles ultra light. Voilà, hein, ce qu'on veut, comme disent les anglo-saxons, c'est des long legs. Moi, ce que je regarde dans un poulain qui naît, c'est la proportion de ses jambes. Si j'ai l'impression d'avoir une grande araignée dans le box, il y a mon petit cœur d'éleveur qui se réjouit parce que j'imagine déjà ce galop ample et souple. Alors que si j'ai un petit taureau, voilà, je le vois déjà moins galoper sur un parcours de 5 étoiles. T'as moins envie de monter dessus, ouais. Moi, pauvre cheval, si je devais monter dessus. Non, mais par envie de monter dessus, quand ils ont une bonne classe de galop, les poulains, dans le champ, tu sens que t'aimerais monter dessus, quoi. Tu te dis, là-dessus, tu dois être bien, quoi. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Jérôme. Merci Sébastien. Merci à vous, c'était très agréable.